Vous vous souvenez de la fameuse chercheuse du CNRS sur l'islam? Celle qui avait dit que Koulou Tamam, ça voulait dire je mange. Vous avez appris Pour quel le arabe? lire. L'arabe classique. J'avais été en Syrie pour apprendre l'arabe. Kullu tamam? Comment? Kullu tamam? Je mange. Non, je commence à voir. Ah, d'accord, pardon. Eh bien, elle s'est encore humiliée en direct. Elle a osé dire que les 4/5 des musulmans dans le monde sont tous arabes. Après le 7 octobre, on a vu des manifestations, on a parlé de la rue arabe. Ce n'est pas la rue arabe, c'est l'Oumma. Je rappelle que les Arabes, c'est 4/5 des musulmans dans le monde. Alain Bauer qui remet en place Éric Zemmour sur ses propos contre l'immigration et l'Algérie. Et tellement au sérieux, Éric Zemmour, que vous faites de l'islam une sorte d'ennemi intérieur. Je pense que l'islamisation du pays dénaturerait la France et oui, est l'ennemi de la France, puisque la France sans le christianisme n'est plus la France. Aujourd'hui, l'Algérie, sans le dire, nous a déclaré la guerre. Et nous en sommes à quémander, j'ai lu la pathétique interview. La guerre, vous dites. Oui, la guerre, je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire ce que font les Algériens aujourd'hui. Les dirigeants algériens, le gouvernement algérien, ils affrètent des cars et des barques dans lesquelles ils font rentrer des milliers et des milliers de jeunes Algériens. Ça s'appelle une invasion, tout bêtement. C'est l'État qui s'est retiré. C'est pas les immigrés qui nous ont envahis. D'abord, on les a aspirés. Il y a eu un Dyson de l'immigration, fait pour des raisons économiques, après l'énorme choc démographique qui a été la Première Guerre mondiale, que nous n'avons jamais rattrapé. Et pourquoi on aurait peur de dire la vérité aux Français? Parce qu'on a peur des Français. Oui. Ce pays a peur du peuple. Sa hiérarchie, sa noblesse d'État est terrorisée par le peuple. En France, tout est fait pour que le peuple, si possible, ne décide de rien. On parlait tout à l'heure judiciaire, il y a très peu de jurys, et quand ils existent, ils sont sous le contrôle de magistrats, des fois qu'ils prennent une décision qui ne serait pas satisfaisante. À la différence anglais, nous n'avons pas d'habeas corpus, nous donnons des leçons de droit et de liberté au monde entier, mais nous n'avons pas d'habeas corpus. La relation pour faire libérer Boualem Sansal en Algérie ou ce genre de choses. Le ministre de l'Intérieur parlait ce matin, encore une fois, de rapport de force avec l'Algérie. On n'a pas l'impression qu'il y a un rapport de force avec l'Algérie. Les vrais rapports de force avec les États étrangers sont ceux dont on ne parle pas, qui ne se voient pas et dont on discute après. Oui. Donc il y a une vraie... La France existe toujours? La France a toujours ce poids à l'international? Elle est très affaiblie. Et pourquoi elle est affaiblie? Versatilité de ses dirigeants, arrogance de ses dirigeants, inconséquence de sa politique économique et financière, crise budgétaire. Elle ne donne pas très envie, malgré la qualité exceptionnelle de sa jeunesse, par exemple. Oui. Mais est-ce que les Français sont prêts à des sacrifices? Bien sûr, ils en font tout le temps. Tout le temps. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils en ont marre. Et les hommes politiques leur en demandent encore? Bien sûr. Et tout en eux-mêmes se laissant aller à quelques excès qui leur sont naturellement reprochés. Qu'est-ce que c'est qu'un Français, par exemple? Vous êtes Français, je suis Français, et tous les deux, nous portons le nom de nos envahisseurs. Mais nous apprenons que nos ancêtres étaient les Gaulois. Une curiosité, parce qu'à un moment de notre histoire, dans ce pays où l'État a créé la nation à partir de tribus, de morceaux, qui n'avaient aucun sens ni aucune relation entre elles. Il n'y a rien qui ressemble moins à un Celte qu'un Basque, qu'un Corse ou qu'un Alsacien. Nous avons été envahis par les Francs qui étaient issus de peuples scandinavo-germains. Nous avons ensuite été envahis par les Normands, nous avons été envahis par les Romains. Eux-mêmes ont importé sur notre territoire des populations qui venaient de leur empire, y compris des Arabo-Berbères. Les Arabo-Berbères nous sont remontés jusqu'à Poitiers, mais sont restés à Narbonne pendant des dizaines d'années. L'histoire de ce pays est un carrefour de migration, mais il y avait, grâce à Philippe II Auguste, un État central qui a décidé de créer un royaume, et le roi des Francs est devenu le roi de France. Oui. Et ceci a tout changé. Et au nom d'une logique qui existe toujours dans le Code civil, l'assimilation, nous avons réussi à faire à ce que tous les résidents sur le territoire se trouvent une identité commune. Je rappelle d'ailleurs que la nationalité française ne date que de la Révolution française. Avant, on était sujet du roi, d'où qu'on vienne, qui qu'on soit, mais à condition d'être présent sur le territoire où le pouvoir royal s'imposait. Mais après cette période, il se trouve que nous avons considéré, à juste titre, que l'assimilation c'était trop, parce que ça coupait les résidents de leurs racines historiques. Je me rappelle avoir accompagné Michel Rocard à la Cour de sûreté de l'État pour défendre l'usage du breton, avant qu'il soit ministre d'État, puis Premier ministre. Car il considérait que parler breton n'était pas antinomique avec la nationalité
française, de la même manière que par les Alsaciens, par les Basques, par les Languedoc ou par les Corses. Et fort heureusement d'ailleurs. Mais la France est un pays qui n'aime pas la progression normale, qui n'aime pas être au milieu, comme dirait François Bayrou. Et donc nous sommes passés, nous sommes passés de l'assimilation absolue à rien. À cette idée d'un vivre ensemble qui ne veut rien dire, on ne sait pas si on est ensemble côte à côte, face à face l'un sur les autres, mais qu'est-ce qui fait l'unité nationale? Qu'est-ce qui fait le cadre, la racine, le squelette, la colonne vertébrale d'une identité qui fait de nous des citoyens français? C'était à minima l'intégration. Or ce mot a été balayé en même temps que l'assimilation. Parce qu'au fond, peut-être que ça ne marche plus. Non, parce que l'État a voulu arrêter que ça marche. Oui. Dominique de Villepin revient enfin sur l'affaire Zied et Bouna. Il reconnaît avoir relayé à l'époque les mensonges d'État de Nicolas Sarkozy, ceux que les médias avaient repris sans les remettre en cause. Il explique qu'il avait qualifié les deux jeunes de délinquants simplement parce qu'il avait cru la version du ministère de l'Intérieur. Je voudrais qu'on dise un mot, puisqu'il y a 20 ans, quasiment jour pour jour, la France était secouée par 3 semaines d'émeutes urbaines après la mort de 2 adolescents, Zied et Bouna, à Clichy-sous-Bois. Vous étiez Premier ministre depuis quelques mois quand les émeutes se sont déclenchées. Est-ce que vous pensez qu'elles pourraient recommencer aujourd'hui ? Ce fut un drame terrible. J'ai été profondément marqué par ce drame et les deux figures de Zied et Bouna restent profondément gravées en moi. Et la rencontre que j'ai eue à Matignon avec les parents, les familles, en compagnie de Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, a été un moment très fort d'émotion et de regret, parce qu'il faut dire les choses. Qu'est-ce que vous regrettez ? À ce moment-là, la République, le gouvernement, le ministre de l'Intérieur et moi-même, nous n'avons pas trouvé les mots justes, puisque nous avons repris dans un premier temps l'analyse du ministère de l'Intérieur, qui était une analyse qui imaginait qu'il y avait eu un cambriolage, et c'était faux. Ces deux jeunes n'étaient en rien mêlés à un cambriolage. Ils sortaient d'un match de foot, revenaient de Livy-Gargan pour aller chez eux à Clichy-sous-Bois, et ils étaient totalement innocents. Donc ce sont des choses qui marquent. Elles ont joué dans la rupture de confiance et dans les 3 semaines d'émeutes ? Je pense qu'elles ont créé un profond sentiment d'injustice et d'abandon, et que la confiance, ça se gagne lentement. Il y a eu malheureusement d'autres éléments qui après ont aggravé les choses, et c'est pour cela que ça a été un long travail que de cicatriser tout cela et d'essayer de reprendre les choses. Malheureusement, si l'on prend la situation 20 ans plus tard, non seulement la situation ne s'est pas améliorée, mais elle s'est dégradée. Et une de mes grandes tristesses, c'est de voir que la politique de la ville a été complètement écartée. Malheureusement, Emmanuel Macron a considéré que ce n'était pas quelque chose de suffisamment important. Et donc, cette politique de la ville, aujourd'hui, elle est en panne. Ensuite, Villepin a affirmé qu'il ne pourrait jamais voter pour le Rassemblement national, en rappelant l'héritage du parti, ses traditions, et dénonce un discours fondé sur la peur et la division. Mais le journaliste le coupe pour défendre Marine Le Pen et dédiaboliser le RN, en assurant qu'elle n'utilise pas le terme grand remplacement. Sauf que c'est faux, car elle l'utilise depuis 2011, tout comme Bardella. Je sais le poids des héritages pour les partis politiques, le poids des traditions, et je sais que la nature revient au galop, indépendamment de la personnalité. Vous voulez dire que le RN ne s'est pas dédiabolisé ? Le RN s'est dédiabolisé. Et je ne mets pas en cause la figure de Marine Le Pen, pas plus que celle de Jordan Bardella. Mais par contre, dans l'ADN de ce mouvement, il y a une réalité dont il sera très long de se défaire. Et en particulier, c'est un mouvement qui joue sur les peurs, beaucoup plus que sur sa capacité à redresser le pays. Il laisse miroiter le grand remplacement, comme d'autres partis d'extrême droite. Mais ce que je crains surtout... C'est plutôt Éric Zemmour que Marine Le Pen. Mais c'est vrai aussi, quand on voit la stigmatisation qui est faite d'un certain nombre de catégories, des immigrés et d'autres. C'est surtout aujourd'hui le risque du grand renoncement qui nous guette. Et je parlais de démission de la classe politique. Le véritable risque, c'est quoi ? C'est que notre État, qui est un État qui est au cœur de la vie publique, eh bien, que cet État devienne un État identitaire, sécuritaire, autoritaire, et que cela transforme la République, que cela transforme la démocratie, que nous devenions, comme un certain nombre de grands empires aujourd'hui, et de pays européens, une démocratie illibérale. Moi, je ne veux pas que la France soit un jour à l'égal de la Hongrie, sous la botte de grands empires comme les États-Unis ou la Russie. Je crois que
Il y a une singularité française, il y a une indépendance française qu'il faut défendre, et je ne crois pas que ce soit uniquement en stigmatisant les peurs, en laissant miroiter des formules magiques populistes que l'on peut espérer redresser notre pays. Pensez-vous que De Villepin est sincère lorsqu'il parle de Zied et Bouna, ou bien il fait ça uniquement par stratégie politique pour se faire élire en 2027? Donnez-moi vos avis en commentaire. En attendant la prochaine vidéo qui arrive très vite, prenez soin de vous et de vos proches.